Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Ce matin, nous recevons Laetitia Masson, auteure, réalisatrice. Bonjour Laetitia. Bonjour. Alors Laetitia, quels sont les récits, les histoires qui ont nourri votre imaginaire et votre trajectoire ? Est-ce que vous pouvez nous parler ce matin de votre imaginaire et de comment cela a nourri votre vie ? Moi, je suis d'une famille qui a accédé à la culture assez tard. Mes parents sont d'un milieu très modeste et donc il n'y a pas de récit familial qui aurait comme ça d'héritage. On m'aurait raconté l'histoire de ma famille. Ou mes parents sont nés presque, ils se sont construits entièrement eux-mêmes par la culture, donc par les livres, par le cinéma, par l'art en général. Et c'est ça qu'ils m'ont transmis, pas l'histoire de leur vie, pas une histoire intime, mais l'importance dans une vie des récits, mais des récits construits, des œuvres d'art, on pourrait dire. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était par là que j'allais comprendre le monde, donc par les livres, par le cinéma, par la peinture. Et donc c'était super pour moi parce qu'il n'y avait pas de... J'ai jamais été emprisonnée dans une histoire familiale qui aurait déterminé mon chemin, ma vie, etc. Mais j'ai tout de suite été ouverte au monde, dirigée vers des inconnus, mais qui avaient fait des œuvres, créé des œuvres qui étaient pour moi alors au cinéma on dit une fenêtre ouverte sur le monde, mais pour les livres, pour moi c'est pareil. Donc j'ai gardé ça et je suis sans cesse en train d'apprendre et de comprendre par ça. Donc on peut dire les récits fondateurs, pour moi c'est des livres ou des films. Et il y a eu des livres ou des films en particulier. Alors il y a un livre justement, voilà, je réfléchissais, et il y a un livre fondateur pour moi qui est toujours... ce qui est drôle, c'est qu'on peut dire, ah oui, dans ma jeunesse, voilà, j'ai lu ça, et puis après j'ai compris que voilà, c'était une chose d'adolescence. Et moi, pour moi, le premier récit qui est vraiment résonné en moi et qui continue à résonner d'une certaine façon, pas du tout me guider, parce que je suis pas dans... mais avec lequel je dialogue sans cesse. C'est un livre d'une auteure américaine, d'origine, c'est assez intéressant, d'origine soviétique, et qui s'appelle Ayn Rand, et son livre s'appelle La source vive. Un film a été fait par King Vidor qui s'appelle Le Rebelle. C'est l'histoire romancée, disons, de l'architecte Frank Lloyd Wright. Et c'est un livre qui raconte vraiment ce que c'est qu'être un artiste radical, pur, dans le monde. Alors c'est dans le monde des années 50 aux États-Unis, mais elle met en scène à la fois les médias, le rapport aux médias, comment les médias dirigent le monde, l'opinion, etc. Et comment résiste à tout ça l'architecte. Et donc il y a un architecte qui est dans l'idée qu'il faut inventer et non pas si on regarde les gratte-ciel à New York, la plupart ont encore des colonnes doriques, ont une forme décorative, même s'ils sont dans une construction complètement contemporaine. Et dans l'histoire, lui dit qu'il faut enlever la décoration et que l'œuvre doit avoir une espèce de justesse en elle-même et doit être juste par rapport à ce à quoi elle est dédiée. Donc il y a aussi une dimension sociale, puisqu'il fait des œuvres pour des logements sociaux, etc.
Et donc, je me suis identifiée non seulement, bien sûr, à l'artiste rebelle et à sa forme de résistance, et j'ai reconnu quelque chose qui était en moi. C'est pas que je me suis pas dit il faut être comme ça. Je me suis dit ah oui, ce que ça raconte, je le ressens, et ce que ça raconte des médias, je le ressens. Et il y a aussi une sublime histoire d'amour très 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 particulière, et ça aussi c'était exactement moi, et c'est toujours exactement moi. Donc c'est drôle, mais donc il y a ça aussi, c'est que très tôt, en fait, j'étais ce que j'étais. J'espère que je m'améliore, que voilà, et par d'autres récits, j'ouvre des portes et des fenêtres et des obscurités. Mais néanmoins, ce récit-là, il est toujours juste par rapport à ce que je pense et de mon travail et de la vie, disons. Alors, je connais ce film, et est-ce que c'est ce film qui a facilité ou qui vous a poussé à devenir créatrice, justement, artiste? Non, je l'étais. Enfin, je pense que vraiment, quand on se dit, voilà, il faut que je fasse ça, c'est pas, on ne le devient pas, on l'est. Je pense que c'est lié à une forme de handicap, au sens où on a absolument besoin d'un média entre soi et le monde. Moi, là, je parle, mais je pense pas que ce soit là que je suis la meilleure. Je sais parler, bien sûr, je sais, mais c'est pas. Il y a toujours quelque chose que je n'arrive pas à dire, alors que quand je fais un film, là, je me dis voilà, là, j'ai attrapé quelque chose que je ne saurais pas dire, et qui n'est pas à dire d'ailleurs, qui est à ressentir ou à voilà. Et c'est ça que j'essaye de communiquer aux autres, comme quand je lis un livre ou que je vois un film ou que je vois un tableau, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me parle directement. Déjà, je pense qu'une œuvre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité. Elle n'existera que quand elle sera reçue par la subjectivité de l'autre. Moi, je propose quelque chose, et ça résonne en l'autre, avec son imaginaire à lui, sa personnalité à lui. Quand vous avez commencé vos premiers films, je veux dire, à réaliser ces films, qu'est-ce que ça a changé? Et qu'est-ce que ça a changé par rapport à vous et votre imaginaire? Comment cet imaginaire a pu évoluer, en fait? En fait, ce qui est très beau, moi, je trouve, dans la création cinématographique, c'est qu'elle passe par plein de moments de création différents. Donc, il y a un premier moment littéraire, on pourrait dire, il faut mettre des mots sur un papier et qui sont censés raconter une histoire. Puis ensuite, on prend ces mots et on les met à l'épreuve du réel. Donc, on les donne à des corps, c'est les acteurs. Donc là, quelque chose déjà se modifie, parce que un phrasé, une gestuelle donne de la chair à une idée. Donc, on doit déjà trouver le point de rencontre entre la chair et l'idée, on pourrait dire. Et ensuite, des situations qu'on avait imaginées sont irréalisables, parce qu'on avait dit il y aura un grand soleil et puis ce jour-là il pleut. On avait dit là ce sera désert et puis d'un coup il y a plein de touristes. Enfin bref, donc on est sans cesse. C'est pour ça que moi je me méfie beaucoup de l'imaginaire en tant que pureté absolue. Et c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est que ça n'existe pas. C'est que sans cesse notre imaginaire est confronté au réel, et on doit prendre des décisions qui sont du coup des décisions qui redeviennent humaines et politiques, on pourrait dire. On doit voir si on protège la personne ou si on veut faire passer en force son œuvre. On doit voir si on respecte le réel ou si on pense que sa fiction est bien plus intéressante, donc on commence à manipuler les gens. Voilà. Donc pour moi, c'est sans cesse un acte politique de passer à la réalisation politique, mais aussi ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça reste poétique. Donc c'est sans cesse ce combat, disons, poétique-politique, mais que moi je trouve celui de la vie. Pour moi, et ce que j'ai fait de plus beau, selon moi, c'est quand ça m'a dépassé, quand j'ai juste organisé un cadre qui m'a permis de capturer un moment de réel, d'être là, au beau moment, au bon endroit.
au moment où vous avez des envies de film, des désirs d'histoire, quels sont généralement les déclencheurs? Je vais prendre le premier film, par exemple, le premier grand film qui vous a fait connaître, En avoir ou pas. Quel a été le déclencheur, le déclic pour écrire cette histoire et la partager avec les autres? En fait, je comprends pas grand-chose au monde. Je me dis tout le temps, ah bon, mais pourquoi? Donc je comprenais rien à l'amour, je comprenais rien au travail, je comprenais rien à l'argent. Enfin, je pousse un peu l'image, mais disons que je m'interrogeais sur toutes ces questions. Et je trouvais qu'il y avait un lien entre elles. C'est-à-dire que on n'aime pas pareil si on est riche ou pauvre, si on a du travail ou pas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle En avoir ou pas. Donc c'était un questionnement à la fois intime et politique. Et c'est toujours de là que ça part. Et le déclic, c'est quand ça s'incarne sous forme d'une histoire. Et les histoires, elles naissent justement de certainement celles que je me raconte, par rapport à ma propre vie, mais surtout aussi celles que je lis ou celles que... mais ça peut être les histoires que je me raconte d'après les histoires qu'on me raconte. Donc c'est tout ça l'imaginaire, c'est que j'ai vraiment... je suis nourrie de musique. Je ne peux pas vivre sans musique, sans livre, sans peinture. Enfin, c'est par là que je comprends le réel. Sans... Je suis démunie devant le réel et parce que je le trouve organisé par la société, la civilisation, la politique, et à mon avis, pas de la bonne façon. En fait, c'est tout à fait banal, c'est que moi, je sortais de mon école et certainement, je devais me dire oh là là, comment je vais gagner ma vie? Et puis ensuite, l'amour, certainement que... mais c'est une question que je me pose encore, c'était... c'est quoi l'amour, enfin, et comment ça... Parce que je n'ai jamais cru ou eu de preuve que les récits classiques, bourgeois, de la société telle qu'elle est, pouvaient me satisfaire. Donc voilà. Ça peut paraître violent, mais tous ces récits, mais certains en particulier, je m'identifie absolument au personnage ou à la question du récit. Et je me dis, oui, ça c'est moi. Voilà, donc par exemple, si vous voulez des exemples très concrets, mon roman favori de Conrad s'appelle La Rescousse. Et il y a un personnage d'un marin qui s'appelle, je crois, Tom Lingard. Et c'est moi. Voilà. Et donc, et ça me fait beaucoup rire aussi. Je me suis souvent identifiée aux hommes dans les récits. Pas parce que, justement, les femmes étaient maltraitées, pas du tout. Mais je trouve qu'il y a des portraits... Enfin, les plus beaux portraits de femmes ont souvent été faits par des hommes. Donc, c'est pas la question, mais c'est que je me dis, je dois avoir quelque chose en moi mais d'ailleurs, je pense que le geste de faire des films, le geste créateur a quelque chose de transgenre, parce qu'on est à la fois homme et femme dans le homme, si on dit à l'ancienne, dans le fait qu'on regarde l'autre comme... moi, j'ai des muses hommes, par exemple, comme les hommes avaient des muses femmes. Pour créer, on est obligé d'avoir ça. Et pourquoi je dis ça? Et en même temps, fondamentalement, intimement, je suis une fille, en plus plus banale possible, une fille qui aime les garçons. Et donc, mais ça me fait rire de me dire, tiens, voilà, ce personnage de marin qui doit... Et qui est confronté justement au réel, à ses idéaux et à son... C'est ça qui est très beau dans Conrad, c'est la confrontation entre les idéaux et la réalité. Et donc, ça met à l'épreuve le courage, principalement. Alors justement, cette question des muses, hommes ou femmes, pour nourrir le pré-récit d'une histoire que vous allez écrire, vous inspirez d'hommes, d'acteurs, de chanteurs Alors, les acteurs m'inspirent, bien sûr, mais ça vient assez tard, c'est-à-dire que c'est quand je me dis, tiens, qui va jouer ça, etc. C'est pas eux mes muses
inspiratrice de départ. Les muses, ça peut être... là, par exemple, je vous parlais de Robert Badinter, dont j'ai écouté qui fait le récit de sa vie dans une émission de France Culture que je viens d'écouter en podcast. Et pour moi, voilà, je me dis ça, c'est quelqu'un que je trouve vraiment fascinant, à la fois dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a vécu, dans la façon dont il le raconte, dans ce que je sens de son rapport au monde et de son exigence, et de sa dignité, justement, et de son courage. Alors là, je me dis, oui, voilà, ça, c'est quelqu'un. J'ai pas du tout envie de le rencontrer. C'est pas ça la question, c'est pas de le rencontrer en vrai. Je me dis, voilà, ça, c'est une figure, c'est un homme et une figure qui m'inspire. Mais j'ai la même chose, ça m'est arrivé, et quand je peux, ou quand c'est vraiment, ça me semble possible. J'ai eu ça avec un architecte, justement, qui s'appelle Rudy Ricciotti. J'ai lu un article dans Libé, par hasard, je lis pas Libé, je sais pas, sur un comptoir, et il venait d'avoir le prix, le grand prix d'architecture ou je sais pas quoi, et donc il y avait une interview. Donc du coup je me suis renseignée, j'ai regardé les œuvres, et par rapport à ce qu'il disait, je me suis dit mais ça, c'est exactement ce que je pense, et de la création et de la vie. Et donc j'ai dit est-ce que je peux le rencontrer, et après j'ai fait un film avec lui, etc. Donc voilà, c'est ça pour moi les muses, mais ça peut être des écrivains. Avant Conrad, j'ai découvert Robert Penn Warren. Pour moi, c'est un auteur extraordinaire que personne connaît. Et d'un coup, ça m'inspire, ça m'habite après. Et du coup, après, je peux pas vous dire exactement sauf pour certains films, par exemple. Avant, je sais très bien ce qui a cristallisé le récit. Qu'est-ce qui a cristallisé le récit d'avant? Je fais exprès parce que ça va vous faire rire. Donc je fais ce premier film, En avant ou pas, et là je découvre le monde, c'est-à-dire le monde du travail pour de vrai, le monde de la création pour de vrai. Je sors de mon imaginaire, justement, de mes imageries, et je découvre une chose que je trouve assez terrifiante, qui est que tout est payant, en fait. Rien n'est gratuit, tout est à vendre. Et donc c'est un constat qu'on pourrait dire ça commence par une forme de désespoir, mais que je mets en scène dans une forme, et donc à la fois en amour et dans la vie. Donc c'est donc après l'histoire, j'invente l'histoire de cette fille qui fait payer les hommes pour savoir combien ils l'aiment, et voilà, et qui par ailleurs cherche un travail, etc. Et donc c'est le rapport d'humiliation par rapport au travail, toutes ces choses à la fois toujours politique, c'est-à-dire que j'ai jamais compris d'ailleurs, et ça rejoint votre questionnement sur l'imaginaire, le récit. Moi, je veux pas qu'on me raconte des histoires, même je déteste qu'on me raconte des histoires. Je veux qu'on me donne des outils pour comprendre le monde. Et pour moi, les œuvres sont des outils. Donc c'est en ça que ça Parce que souvent, là, pendant le Covid, le confinement, il y a eu la question des produits de nécessité ou pas. Et bien sûr, je me suis posé cette question-là aussi, mais je me la pose tous les jours, parce qu'il y a une espèce de prétention à dire je fais des films, à quoi ça sert un film? Et je me dis, pour moi, ça sert à ça. C'est vraiment un outil, mais au sens très concret, une clé ou je sais pas, une longue vue, pour comprendre le monde. Et en ça, c'est nécessaire. Comment cela s'est passé pour vous, justement, le fait de passer des idées, d'un projet de scénario, à la réalité concrète de faire ce film? En fait, ça paraît simple et logique, et ça ne l'est pas du tout. Parce que, donc oui, mes parents étaient profs, tous les deux, mais ils ne connaissaient personne à Paris. C'était des gens... modeste financièrement, mais par contre extrêmement riche, à la fois humainement et intellectuellement. Donc en ça, ils m'ont vraiment nourri au sens très large du terme, mais pas du tout au mal du monde. Et donc c'est en ça que c'était très difficile pour moi, parce que j'étais dans une forme un rapport très binaire, ça c'est bien, ça c'est mal, pas du tout. En fait, je n'étais pas du tout formée à la perversité. Et c'est ça que j'ai découvert par moi-même dans 1000 circonstances, à la fois personnelles et professionnelles,
en rentrant moi-même dans la vie d'adulte et donc en allant à Paris, en découvrant le monde et dans toute ce que j'appellerais sa violence en fait. Et moi, je n'étais pas armée tout à fait pour ça, mais je pense que j'avais certainement. En fait, c'est pour ça que je parle de handicap, mais j'ai dû compenser un espèce de. Le monde m'a toujours résisté. Quand j'étais au lycée, je me faisais. On se moquait de moi parce que je n'étais pas standard physiquement. Après, alors aujourd'hui, ça peut paraître complètement ridicule, mais et au lieu de me dire bah oui, ou de concevoir une forme de honte je me suis dit alors là vous n'avez pas compris, vous allez comprendre. Et je pense que c'est ça qui m'a donné ma force, c'est d'être tout de suite mise à part. Par le commun des mortels, pas méchamment, mais par la mode. Je n'étais pas à la mode, j'étais grande et mince et maigre, et donc c'était pas ça à ce moment-là. Et mes parents ont été en ça très très formateurs, parce qu'ils m'ont jamais dit. Ils m'ont dit mais t'es ce que tu es, et c'est ça qui. Et eux, leurs idoles ou leurs héros étaient des gens extrêmement singuliers déjà. Mais eux, ils l'expérimentaient de loin, justement par l'imaginaire. Moi, je me suis confrontée au réel, mais armée de leur certitude, en fait, presque innocente, qu'on pouvait survivre en étant comme ça. Et donc, je me suis dit, on va voir. Et donc, je suis partie, mais comme on part à l'aventure, vraiment. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils m'ont fait confiance, alors que je me dis rétrospectivement, s'ils savaient à quel point je ne savais rien. Et donc j'ai tout appris, mais Et donc au début, ça a été quand même assez fluide. J'ai eu de la chance, en fait, de pouvoir rentrer à la FEMIS, mais un coup de chance, pas du tout un coup de talent. C'était vraiment ces écoles-là, c'est des écoles où c'est la subjectivité qui quand même qui choisit ou pas la personne pour la. Bon. Et donc voilà. Après j'ai fait un premier film qui a finalement été reconnu, mais tout le trajet a été cauchemardesque. Enfin tout est difficile depuis le début. Et donc j'ai appris. Et il y a eu des moments, et il y a toujours des moments où ça rencontre le monde, quand même, où les œuvres rencontrent le monde. Plus ou moins, c'est pas forcément grandiose, c'est pas des palmes d'or à Cannes, mais où le rencontre vraiment, justement, malgré tout, malgré le fait que je refuse de séduire, ou que voilà. Et donc ça me redonne suffisamment de force pour retourner au front. Mais moi, je vis la vie comme un combat. Qu'est-ce que vous diriez, en tout cas, des récits que vous voulez réaliser ? Ça demande de convaincre des gens, de convaincre une équipe, des acteurs, etc. Donc il faut de la force, il faut une véritable volonté. Et en ça, vous incarnez le combat dans ce sens-là aussi, parce que c'est un combat de tous les jours. Oui, c'est-à-dire que comme j'ai pas choisi, c'est comme ça, je n'ai pas d'autres sources de revenus non plus. Je ne fais pas de publicité, je ne fais pas les petits ménages que font les gens, qui peuvent. Donc moi, je ne sais pas le faire. Donc, c'est pas que je voudrais pas. J'adorerais gagner plein d'argent en faisant autre chose, mais je ne peux pas. Donc, je n'ai que mes films pour vivre. Donc ça, c'est déjà le premier moteur. C'est-à-dire que c'est même pas artistique ou tout ça. Comme j'ai charge d'âme, j'ai 2 enfants, et donc à un moment, je me suis dit d'accord, ça m'engage moi, mais ça, et même pour eux, je ne serais pas capable de faire de la publicité si je n'étais pas. Voilà, c'est un truc de se rendre compte de ça. Donc ça veut dire que je suis obligée d'y arriver, et donc d'écouter aussi ce que me raconte le monde. C'est-à-dire que je n'ai pas une position de rebelle. Qui se dirait mais j'ai tout compris et les autres ont tort. Ça, c'est ma première réaction qui est humaine. Mais après, je me dis ok, donc pourquoi et comment je peux. Et ça, je l'ai compris assez vite avec Godard, qui est fondamental aussi dans ma construction. C'est que j'ai toujours, je sais pas s'il l'a dit ou si j'ai compris ça, qu'il fallait quand même être dans le système pour le questionner de l'intérieur. Et puis j'ai l'impression que ça vous rattache vraiment aux autres, mais au monde, finalement. Oui, au monde, dans tout ce qu'il a de
là, donc, vous me disiez, quels peuvent être les futurs récits. Donc là, je sais, l'injonction comme ça, même du monde du cinéma, ce serait de faire un film de femme, ou ce serait une histoire de femme. Bon, moi, il se trouve que depuis le début, je raconte des histoires de filles, donc sans que ce soit... Parce que, voilà, j'avais l'impression que je les comprenais mieux, parce que et pourtant, quand moi je lis un récit, je m'identifie aux hommes. Donc, aujourd'hui, justement, je me dis, tiens, tout le monde va faire des histoires de filles. Moi, ça fait des années que je fais ça. Et maintenant, au contraire, ça m'intéresserait de me mettre à écrire des personnages d'hommes que je trouve intéressants. Parce que ça me fait marrer d'être... Je le fais pas comme une pause, mais d'être à contre-pied, ça m'intéresse aussi. Je me dis, il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui dise stop, enfin qui dise ok, on va faire autre chose, parce que là, on va plus en pouvoir. Donc, comme je ne veux pas participer, que je n'ai pas du tout... Ça ne me dérange pas qu'on ne veuille pas que je participe au sens à la fête. C'est une fête qui ne m'intéresse pas. Par contre, je veux participer au monde, mais pas à cette espèce de chose de reconnaissance ou tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai cette conscience-là aussi que le temps passe, qu'il faut rester concentré, quoi. Mais ça, j'ai des grands exemples autour de moi. On parlait de muse, j'ai beaucoup parlé de musique. Mais mon âme sœur, c'est Jean-Louis Murat, par exemple. Et ça, c'est un artiste qui a commencé, qui a pareil été très connu, adulé, etc. Et qui a renoncé. Et qui travaille sans cesse de chez lui, dans sa ferme en Auvergne. Et il m'a beaucoup aidée, on s'est beaucoup soutenus dans nos positions de rébellion, en se disant le truc, c'est de continuer à travailler. Merci beaucoup. Merci Laetitia, merci. Laurence Tardieu, vous venez d'écouter Laetitia Masson. Oui. Pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous ? Alors j'ai noté plein de choses. C'est toujours, je trouve que c'est émouvant de rentrer dans vraiment l'univers d'un artiste. En fait, il y a des choses qui m'ont... la manière dont elle a attaqué en disant qu'elle vient d'une famille très modeste et que donc, elle dit, si j'ai bien compris, il n'y avait pas de récit familial. Et ça m'a étonnée. Parce qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi elle faisait ce lien entre la classe sociale et l'existence ou pas d'une mythologie justement familiale. Et justement, c'est l'inverse chez moi, je pense, puisque mes grands-parents italiens dont je parlais dans l'entretien juste avant, qui venaient pour le coup aussi d'un milieu très très mal. Ils ont fui la misère dans le Piémont, et justement il y avait au contraire une mythologie familiale. Il n'y avait pas la culture. Donc c'était intéressant d'entendre que pour elle c'était exactement à l'envers. Donc ça a venu percuter ça chez moi. J'ai tout de suite pensé à mes grands-parents quand elle parlait de sa famille. Elle a dit aussi à un moment, elle a dit très tôt j'étais ce que j'étais. Ça aussi, c'est venu bousculer quelque chose en moi, parce que moi, très tôt, j'étais pas du tout ce que j'étais, ce que je suis. Je me suis dit, elle a beaucoup de force pour dire ça, comme s'il y avait quelque chose qu'elle sentait, justement, d'une unité qu'elle avait depuis l'enfance, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, au contraire, justement, mon parcours d'écriture a été ce qui m'a permis d'être ce que je suis, et je sais que je suis pas du tout au bout parce que chaque livre me permet d'être un peu plus moi-même. Donc après, j'ai trouvé que ce qui m'a... Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'elle dit, qu'elle raconte par rapport au cinéma, la façon dont les films se font. Et évidemment, ça a résonné avec, là aussi à l'inverse, avec ce qu'est le travail d'un écrivain. Tout comme elle adore ce travail ce partage avec les équipes. Moi, j'aime infiniment cette solitude. J'ai besoin de cette solitude. Je ne pourrais pas vivre justement... J'aime parfois faire des projets avec d'autres personnes, mais cette solitude
qui dure de longs mois quand on est en train d'écrire un livre. Elle me nourrit, au contraire, elle me régénère beaucoup. Et elle disait aussi, et je trouvais ça intéressant, je ne m'étais jamais dit ça, parce que je ne réfléchis pas forcément très concrètement au travail d'un cinéaste, qu'il y a le temps de l'écriture du scénario et qu'ensuite elle confronte ça au réel. Et qu'ensuite il y a un arbitrage entre le poétique et le politique. Ça justement, je me suis dit, je suis vraiment contente d'être écrivain. parce que justement, je trouve que c'est génial quand on écrit un livre jusqu'au bout, on va au bout, on est libre, on est parfaitement libre. À aucun moment, il y a un arbitrage avec le réel. C'était la question que vous m'avez posée tout à l'heure, les fantasmes et le réel. En fait, c'est ça, moi, qui fait que j'ai tous les matins envie de me jeter sur mon texte en cours quand je suis en train d'écrire. C'est que tout est faux et tout est possible. C'est l'infinité des possibles. Et cette question d'argent qui revient très souvent aussi dans son propos et que je comprends et que je mesure et évidemment, j'admire chez elle cette radicalité qu'elle a et je sais que c'est vrai et qu'elle s'y tient avec toutes les difficultés que ça engendre certainement. Mais pour écrire un livre, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de pouvoir manger jusqu'au bout à la fin du mois et de faire manger ses enfants. Mais on n'a pas besoin d'argent. On a soit un ordinateur, soit un crayon, un papier. Et cette légèreté des moyens est pour moi extraordinaire. Je peux partir quelque part et écrire, quoi. Enfin, donc, et elle a l'air très heureuse d'être justement dans sa pellicule à elle, et moi je suis très heureuse d'être dans ce négatif-là. Je veux dire, on est chacune à notre place. C'est la joie. J'entendais la joie aussi. C'est peut-être par là que je voudrais finir. C'est que j'entends Laetitia Masson, elle est, je pense, totalement. Elle se sent à sa place dans ce qu'elle fait. On entend ça et on entend sa joie d'être à sa place. C'est la place qu'elle a choisie et que je respecte infiniment. Et moi, je ressens cette même joie à ma place, qui est une place très différente, d'avoir cette chance finalement immense de faire ce que j'ai toujours voulu faire dès l'âge de 5-6 ans. Merci infiniment, Laurence. Merci. Avec plaisir.